Cette conférence va maintenant être enregistrée. Les 9 premiers niveaux concernent vraiment le découpage du territoire, donc le zonage écologique, alors que les deux niveaux, les deux derniers niveaux, les niveaux du type écologique et du type forestier, proviennent plutôt de la classification de la végétation, donc la classification des points d'observation écologique. On va voir tout ça dans les prochaines diapos. Aussi, bon, notre système tient compte à la fois des variables liées à la végétation, au climat et au milieu physique. On dit que notre système est hiérarchique parce que les limites des différents niveaux coïncident parfaitement. Ça, c'est vrai pour les 8 niveaux supérieurs. Donc, du district écologique jusqu'à la zone de végétation, ça s'envoie parfaitement les uns dans les autres, un peu comme des poupées russes. Par contre, à partir du niveau 9, ça ne suit plus nécessairement le critère hiérarchique de la classification. Niveau 9, l'étage de végétation, ça correspond plutôt à des cotes altitudinales, alors que les niveaux 10 et 11, le type écologique et le type forestier, on est plutôt à une échelle du peuplement, donc une échelle plus fine, même à une échelle terrain, comme on va voir demain. Donc, je vais passer chacun des niveaux pour que vous puissiez bien comprendre le système. Donc, premièrement, le niveau supérieur, c'est la zone de végétation qui est caractérisée par la physionomie des formations végétales, donc vraiment la forme de la végétation. Au Québec, on a 3 zones. La zone arctique, qui est en fait caractérisée par l'absence d'arbres. C'est vraiment une végétation de toundra. Par la suite, la zone boréale, la zone qui couvre le plus grande superficie au Québec, composée essentiellement de forêts conifériennes, forêts résineuses. Et enfin, au sud, on est dans la zone tempérée, ou on l'appelle nous autres la zone tempérée nordique, composée de forêts feuillues et de forêts mixtes. Les zones boréales et tempérées sont subdivisées en sous-zones, comme par exemple la forêt boréale. On a la sous-zone de la forêt fermée, la sous-zone de la forêt ouverte et enfin la sous-zone de la toundra forestière. Par la suite, si on descend de niveau, on arrive au domaine bioclimatique, qui est caractérisé en fait par la végétation de fin de succession des sites mésiques. C'est-à-dire que généralement, à l'intérieur d'un même domaine, sur des sites mésiques, on va retrouver généralement le même type de composition. On est à l'échelle nationale ici. Donc, au Québec, on a 10 domaines bioclimatiques. Le domaine 1, le domaine le plus au sud, correspond à l'érablière acariée, alors que le domaine le plus au nord correspond à la toundra arctique herbacée. Donc, c'est probablement une carte que vous avez déjà vue là, quelque part. Qu'est-ce que je pourrais dire? Peut-être le domaine de la pessière à mousse et de la pessière à lichen sont les domaines les plus importants en superficie au Québec. Si on regarde la température moyenne annuelle avec nos limites des domaines bioclimatiques, on peut voir que c'est fortement corrélé. Donc, généralement, à l'intérieur d'un même domaine, on a la même température moyenne annuelle. Si on prend l'exemple de la sapinière, je ne sais pas si vous voyez ma flèche, mais si on prend l'exemple de la sapinière à bouleau jaune, on peut voir que généralement, la température moyenne annuelle est de l'ordre de 2 à 3 degrés Celsius. Donc, c'est plus chaud évidemment au sud et c'est plus frais au nord. Puis, tu sais, la température pour passer de la zone tempérée à la zone boréale, c'est environ 2 degrés Celsius. Là. Donc, à partir lorsque la température est de moins de 2 degrés Celsius, on tombe généralement en forêt boréale. La plupart des domaines bioclimatiques sont subdivisés en sous-domaines, sauf pour l'érablière acariée cordiforme. Pourquoi qu'on a divisé les domaines en sous-domaines? C'est en fait parce qu'on voyait des différences tant au niveau des régimes des précipitations ou des perturbations naturelles. Donc, généralement, les sous-domaines de l'Est sont plus humides que les sous-domaines de l'Ouest. Si on prend l'exemple du domaine de la pessière noire au nord, donc généralement dans l'Ouest, la fréquence des feux va être plus élevée, donc plus de feux, une forêt dynamisée par les feux, alors que dans l'Est, c'est généralement plus humide, les feux sont plus espacés, et le principal agent perturbateur, c'est plutôt les épidémies d'insectes. Ça se traduit également par un changement de composition, généralement le pin gris est plus fréquent dans l'Ouest, alors que c'est le sapin qui domine les forêts de l'Est. On descend encore de niveau, on arrive à la région écologique. En fait, c'est un peu comme le domaine bioclimatique. C'est caractérisé par une végétation potentielle des sites mésiques ainsi que par la répartition des types écologiques dans le paysage. Donc, généralement, à l'intérieur d'une même région écologique, on va avoir une même
toposéquence. Je vais vous montrer tantôt, ça ressemble à quoi. Donc, une même répartition des typologies dans le paysage, le même serre physiographique pour une région écologique. D'ailleurs, les guides de reconnaissance qu'on va utiliser demain sont basés sur les contours des régions écologiques. Il y a quelques régions écologiques qui sont subdivisées en sous-régions lorsqu'ils présentent un caractère soit plus méridional ou plus septentrional. Par exemple, si on prend la région écologique 3D dans les Appalaches, est divisée en 3 sous-régions, donc la 3DT pour typique, la 3DN pour méridionale et la 3DS pour septentrionale. D'ailleurs, la 3DS, on est près du lac Mégantic, du mont Mégantic, donc c'est plus haut en altitude, donc la végétation présente un caractère un peu plus septentrional. Le niveau suivant, c'est l'unité de paysage. En fait, là, ici, c'est vraiment plus le milieu physique là, qui joue un rôle. Donc, organisation récurrente des principaux facteurs permanents du milieu. Un petit peu de la végétation, mais c'est surtout le milieu physique qui a permis de diviser ces unités de paysage-là. En fait, c'est ça. On peut voir en bas le type de relief, altitude, dépôt dominant, co-dominant, qui ont participé au équipage des unités de paysage. 182 unités de paysage au Québec actuellement. Puis d'ailleurs, ça fait l'objet d'un livre qui est sorti en 1998 par André Robitaille et Jean-Pierre Soucy, qui décrivent les principes, en fait, toutes les unités de paysage au Québec. Par la suite, on arrive au niveau le plus fin, au 8e niveau du système hiérarchique, le district écologique, qui est caractérisé vraiment par un schéma propre du relief, de la géologie, de la géomorphologie, puis aussi un petit peu encore une fois de la végétation régionale, mais encore une fois ici, c'est plutôt le milieu physique là, qui joue un rôle. Donc actuellement, un peu plus de 2500 districts au Québec, puis on peut voir des exemples en bas avec, on peut voir que ça suit relativement bien le relief, la répartition des dépôts et la pente. Donc, si je résume, les 4 premiers niveaux, les principaux caractères de classification sont la végétation et le climat. Pour les niveaux 5-6, au niveau de la région et de la sous-région, c'est plutôt la végétation et le milieu physique. Et enfin, pour les niveaux de l'unité de paysage et du district, c'est plutôt le milieu physique. Donc, je laisse un petit mot sur le niveau de l'étage de végétation. C'est un niveau qu'on va sortir bientôt. En fait, c'est un peu un nouvel élément du système. En fait, c'est quoi l'étage de végétation? C'est lorsque l'altitude a une influence marquée sur le climat au point d'induire des changements dans les processus écologiques et dans la composition de la végétation. Donc, on a 6 types d'étages au Québec: inférieur, moyen, supérieur, montagnard, subalpin et alpin. Puis, je vais vous montrer un peu une cartographie des étages au Québec, donc pour les niveaux supérieurs en montant. Puis ici, là, comme je le disais en introduction, ça ne suit pas nécessairement nos limites du reste du système hiérarchique. Donc, c'est plutôt une cote altitudinale associée à chacune des régions écologiques. Donc, par exemple, au nord de Québec, dans la région 5E, je pense que la cote altitudinale pour le niveau supérieur, c'est environ 700 ou 750 mètres. Donc, ça va sortir dans les prochains mois, là, ça va être diffusé dans les prochains mois. Aussi, on a travaillé très fort là, dans les dernières années pour compléter le système hiérarchique pour l'ensemble du Québec. On prévoit de diffuser, là, en fait, c'est un peu une primeur là, que je vous présente aujourd'hui, en janvier 2021. Donc, d'ici quelques mois, on prévoit de diffuser l'ensemble du système hiérarchique complet, donc du district écologique à la zone de végétation. Ça va être complet pour l'ensemble du Québec. Puis d'ailleurs, on a revu là, les limites des domaines. On parle de la petite forme de dinosaure. Là, elle va être beaucoup plus précise maintenant. Voilà. Puis aussi, ça va être diffusé sous le format d'une GDB, d'une géobase. À l'intérieur de cette géobase-là, on va avoir des tables relationnelles qui vont nous informer sur différentes variables. Par exemple, à l'aide d'un simple clic, on va être capable de savoir l'altitude moyenne, le pourcentage de dépôt, la pente moyenne pour chacun des districts. Donc, ça peut être intéressant pour vous si vous avez par exemple, des rapports à faire, puis vous cherchez quelque chose pour décrire la région d'étude. Ça peut être intéressant. Donc, voilà pour le système hiérarchique.
Je vais vous parler ensuite dans les prochaines diapos de l'inventaire écologique du Québec méridional, donc de nos points d'observation écologique, qui ont été faits de 86 à 2000. C'est plus de 28 000 points d'observation écologique qu'on appelle chez nous les POE. Les POE sont répartis géographiquement en fonction de la structure du paysage. Donc, généralement, c'était une virée de POE par district écologique. Il y en avait une ou deux virées par district. Et évidemment, l'effort d'échantillonnage est un peu plus élevé dans le sud du Québec comparativement au nord, étant donné que nos forêts sont plus diversifiées au sud. Donc, l'objectif de cet inventaire-là, c'était vraiment explorer la diversité des combinaisons sol-végétation et les principaux stades de développement. Donc, je vous montre ici un exemple d'une virée, donc une virée qui contient 6 points d'observation écologique. Généralement, l'équipe le faisait entre 5 et 6 points d'observation par jour. Donc, une virée par jour. Puis, généralement, la virée était distribuée le long d'une toposéquence, le long d'une pente, pour maximiser la diversité à l'intérieur d'une même virée. Qu'est-ce qu'on prenait dans ces points d'observation écologique-là? C'est plus d'une centaine de variables, autant sur le milieu physique que la végétation. Donc, par exemple, on prenait des données sur la localisation. Ça a l'air niaiseux, mais à l'époque, les GPS commençaient, c'était beaucoup moins précis qu'actuellement. Donc, tous les points d'observation écologique ont été pris, en fait, ils ont été chaînés, on utilisait le chaînage pour ça. Puis d'ailleurs, on est en train de peut-être démarrer un projet pour le remesurage des POE. Et on est allé en voir certaines virées, puis on retrouve facilement les POE, donc c'était super bien fait. Donc, il y avait des données sur la topographie, donc altitude, pente, exposition, forme, des données au niveau du sol, humus, texture, pierrosité, moucheture. On prenait également le dépôt, le drainage. Puis enfin, le plus important, c'est qu'on prenait la végétation, on inventoriait la végétation d'absolument toutes les espèces. Donc, tant les espèces de mousses, d'arbustes, d'herbacées, que les arbres aussi. Puis, étant donné évidemment qu'on prenait l'ensemble des espèces, on prenait des mesures de recouvrement. Donc, ça va être important, là, notre classification est basée sur le recouvrement des espèces et non sur la surface terrière, par exemple. Je vais revenir tantôt là-dessus. Puis enfin, bon, des données sur la dynamique, la composition du peuplement, aussi un peu sur l'historique, si jamais le peuplement était issu de feu, c'était noté. S'il y avait des traces de coupe, c'était noté aussi. Donc, par la suite, qu'est-ce qu'on a fait? C'est qu'on a analysé les données des points d'observation. On a utilisé les méthodes d'analyse multivariée. Malgré le fait que ça a été fait dans les années 90, on a quand même utilisé des analyses numériques, donc de l'ordination, de l'analyse de groupement. Voilà. En fait, l'objectif, c'était de vraiment trouver des relations sur le milieu, des relations entre le milieu physique et la végétation. Aussi de voir s'il y avait des gradients climatiques associés à certaines espèces. Mieux comprendre aussi les successions végétales et enfin développer le concept de végétation potentielle. Je vais y arriver un peu plus tard. Donc, généralement, il y avait un rapport par sous-domaine bioclimatique. Donc, les POE d'un même sous-domaine est analysé ensemble. Donc, on pourrait dire qu'il y a eu 11, en fait, il y a 11 sous-domaines, donc il y a eu 11 analyses des POE, 11 analyses statistiques des POE. Donc, ces analyses-là ont mené à 2 unités de classification, le type écologique et le type forestier. Ok, excuse-moi, je viens de voir la question, Virginie. Oui, la GDB va être accessible gratuitement. Là, ça va être. Ah, Guillaume a répondu. Bon, excusez. Donc, c'est ça. La classification a mené à 2 unités de classification, le type écologique et le type forestier. Je vais vous parler de ces 2 unités de classification dans les prochaines diapos. Je vais commencer avec. OK, je commence avec le type forestier. Puis là, on rentre le plus dans le concret, c'est qu'est-ce qu'on va faire demain sur le terrain. On va prendre ces données-là. Donc, le type forestier, qu'est-ce que c'est? C'est une unité de classification qui décrit la végétation observée. C'est-à-dire la végétation actuelle, lorsqu'on a les 2 pieds en forêt, c'est qu'est-ce qu'on voit actuellement. C'est ça le type forestier. Le type forestier est composé de 3 éléments. La physionomie du couvert végétal, la composition du couvert arborescent et enfin le groupe d'espèces indicatrices.
Donc, par exemple, sur la photo ici à droite, on serait dans une physionomie forestière, donc FO. Les principales espèces sont l'épinette noire et le sapin baumier. Et enfin, le sous-bois est composé principalement du PLS pour Pleurozium de Schreber. Donc, je vais passer les trois éléments dans les prochaines diapos. Donc, je commence avec la physionomie du couvert végétal. C'est une clé d'identification unique pour l'ensemble du Québec, c'est-à-dire que c'est la même clé pour l'ensemble des guides de reconnaissance. Puis, essentiellement, c'est basé sur deux choses, le pourcentage de couvert et la hauteur. Donc, pour le pourcentage de couvert, il y a deux seuils à retenir. C'est le seuil du 10% et du 25%. Le seuil de 10% va séparer une physionomie forestière d'une physionomie non forestière. Alors que pour le 25%, ça sépare par exemple une forêt claire d'une forêt non claire, une forêt standard. Et le seuil important pour retenir par rapport à la hauteur, c'est 4 mètres. Donc, on considère en haut de 4 mètres, on est dans une forêt, alors qu'en bas de 4 mètres, on est plutôt dans une arbustée ou dans une physionomie non forestière. Donc, j'en dis pas plus, on va passer cette clé-là demain sur le thème. Donc, si vous vous rappelez, le deuxième élément du type forestier, c'est la composition du couvert arborescent. Encore une fois, c'est une clé d'identification unique pour l'ensemble du Québec. En fait, ça ressemble un peu au groupement d'essence de notre carte écoforestière pour s'il y a des gens qui utilisent notre carte écoforestière. Par contre, au lieu d'être basé sur la surface extérieure, ici, on est vraiment basé sur le recouvrement des espèces dominantes. Donc, la composition du couvert arborescent est un code là, qui de 1 à 3 espèces. Enfin, le dernier élément du type forestier, c'est le groupe d'espèces indicatrices. Par contre, avant de vous parler du groupe d'espèces indicatrices, je dois vous parler du groupe écologique élémentaire. C'est la partie un peu plus ardue de ma présentation. Je vais essayer de y aller tranquillement. Ça a l'air compliqué, mais ça ne l'est pas tant que ça. Donc, c'est pas grave si vous échappez quelques éléments aujourd'hui, on va repasser ça demain. Donc, qu'est-ce que c'est que le groupe écologique élémentaire, le GEE? C'est une unité de base pour la description de la végétation du bois. En fait, c'est un regroupement d'espèces qui ont des exigences écologiques similaires, tant au niveau du milieu physique, du couvert forestier et de la répartition géographique. En fait, c'est des plantes qui ont une affinité à croître ensemble. Ça permet une description simplifiée de la végétation du sous-bois, en fait. Donc, généralement, il y a quelques GE par point d'observation écologique. Donc, je vais vous présenter un peu un exemple de type d'analyse qu'on a fait pour identifier nos GEE, nos groupes écologiques élémentaires. Je prends l'exemple du domaine bioclimatique de la pessière à mousse de l'Est parce que c'est le domaine qu'on a fait le plus récent, donc c'est le domaine qu'on a les analyses les plus à jour, disons. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? C'est qu'on a pris nos points d'observation écologique et on a passé ça dans une analyse d'ordination. En fait, à gauche, là, on a c'est toutes les espèces qui sont ordonnées en fonction des différentes variables explicatives qu'on voit à droite. Par la suite, lorsque cette ordination-là est faite, on passe une analyse de groupement. Donc, c'est les contours en bleu qu'on voit. Chacun des contours de couleur, pardon, pas des contours en bleu, les contours de couleur correspondent à un groupe écologique élémentaire. Par exemple, si on regarde le groupe en bleu, en haut à droite, c'est notre groupe aérable AIP. C'est peut-être un peu petit, peut-être que vous ne voyez pas. Donc, si on regarde, si on se tasse pour les variables, on peut voir que le groupe en bleu, le groupe aérable AIP, est associé principalement aux espèces feuillues, donc peupliers et bouleaux à papier, ainsi qu'à la pente généralement assez élevée. Si on regarde la flèche sur le côté, c'est généralement des sites qui sont situés au sud du sous-domaine bioclimatique. Donc, lorsque la latitude est faible. Donc, généralement, on a environ une vingtaine de groupes écologiques élémentaires par sous-domaine bioclimatique. Je vous présente ici là, les groupes écologiques élémentaires du sous-domaine de la pessière à mousse de l'Est encore. Donc, parfois, le groupe écologique élémentaire est composé d'une seule espèce, comme c'est le cas par exemple pour le groupe AUC, le groupe arôme crispé. Par contre, généralement, c'est plusieurs espèces pour un même GE. Donc, si je prends l'exemple du groupe aérable AIP,
D'ailleurs, le groupe là, est nommé en fonction de l'espèce la plus fréquente à l'intérieur du groupe. Donc, si je prends l'exemple du groupe GEE aérable API, ERE, si on regarde les données de l'analyse, on peut voir que généralement, c'est sur le drainage mésique, donc drainage 2-3, associé au sapin et au bouleau, sur des pentes généralement assez fortes. Donc, je ne sais pas si vous voyez en bas, mais on peut voir la répartition géographique. Donc, généralement, les points d'observation écologique associés à ce groupe écologique élémentaire-là se situent principalement dans le sud du sous-domaine. Un peu à l'inverse, si on prend un autre exemple, le groupe APLS pour Pleurozium schreiberi, Lime de Schreiber, la mousse, une mousse assez fréquente au Québec. On peut voir, géographiquement, ça se trouve un peu partout dans le sous-domaine. Donc, c'est plutôt un groupe ubiquiste là, qui se trouve sur le drainage autant mésique que subhydrique, associé à des couverts résineux, mais autant d'épinettes noires que de sapins. Donc, ça m'amène enfin au groupe d'espèces indicatrices, le GEI. En fait, c'est quoi la différence entre le GEE, le groupe élémentaire, et le GEI, le groupe d'espèces indicatrices? C'est qu'il y a seulement un GEI par point d'observation écologique. Et le GEI est composé de 1 à 3 GEE. Donc, par exemple, on voit un exemple ici. Sur la photo, on est dans le groupe, le GEI à EREPLS, donc composé de 2 GEE, érable API et Pleurozium. Donc, j'espère que j'ai pas perdu personne. Voilà. Donc, par la suite, qu'est-ce qu'on a fait? C'est qu'on a calculé un indice de richesse relative pour chacun des GEI. Donc, ce calcul de richesse relative-là est basé sur le pH de l'humus, sur le type d'humus, sur la diversité floristique, sur le drainage latéral et sur la pente arrière. Donc, ça permet d'ordonner un peu toutes nos GEI en fonction de la richesse. Donc, généralement, les groupes aérables API sont généralement plus riches, alors que les groupes plus pauvres, c'est les groupes à cladine, donc à lichen, à cadmia, à lédon, tédilaradon. Donc, si on prend un exemple là, de EREPLS, se retrouve généralement sur les sites plus riches. Dans les guides de reconnaissance, on a ce genre de tableau-là qui nous informe autant sur le régime hydrique que sur, en fait, où se situe le GI par rapport au régime hydrique et à la classe de richesse relative. Donc, si on continue avec notre exemple du GI EREPLS, on les retrouve généralement sur des sites mésiques et sur des sites riches. Et également, on a ce type de tableau-là dans les guides de reconnaissance. Donc, ça nous informe sur différentes variables qui sont associées aux différents GEI. Si on prend encore notre exemple EREPLS, on peut voir que c'est associé essentiellement à des sapinières situées sur des dépôts de tille de texture moyenne, sur des drainages mésiques, en mi-pente, humus mort, donc l'épaisseur de l'humus moyenne, et sur des sites relativement riches. Donc, voilà pour le type forestier. La deuxième unité de classification qui sont sortis des POE, c'est le type écologique. Qu'est-ce que c'est que le type écologique? C'est composé, en fait, c'est un caractère à c'est un code, pardon, à 4 caractères. Les 3 premiers caractères correspondent à la végétation potentielle, alors que le 4e caractère correspond plutôt au type de milieu physique. Donc, par exemple, un FE32 serait une érablière à bouleau jaune, donc FE3 pour érablière à bouleau jaune, et le 2 signifie dépôt minéral de mince épais, de texture moyenne et de drainage mésique. Donc, si on comprend bien, en fait, la végétation potentielle est subdivisée en type écologique en fonction du type de milieu physique. Donc, je vais commencer avec la végétation potentielle. Qu'est-ce que c'est? C'est une unité de classification qui regroupe les différents types de végétation qui peuvent s'établir au cours des successions végétales sur un site donné. La végétation potentielle est nommée en fonction des espèces de fin de succession. Donc, essentiellement, les sites qui ont des caractéristiques semblables au niveau des espèces de fin de succession, des groupes d'espèces indicatrices et des variables du milieu ont essentiellement la même végétation potentielle. Je fais une petite parenthèse ici, là, juste pour les... En fait, la végétation potentielle, c'est pas nécessairement une finalité. Il faut vraiment voir ça comme un groupe écologique similaire qui ont des caractéristiques semblables. On pourrait en discuter peut-être demain sur le terrain. Vous avez des beaux cas, là, entre autres liés à l'érable rouge.
qui correspondent, c'est pas nécessairement difficile à saisir des fois, qui peut tomber dans une végétation potentielle de bétulet jaune à sapin, par exemple. Mais c'est ça, faut vraiment voir ça comme un groupe écologique qui ont des caractéristiques semblables. Donc, voici, il peut y avoir différents types forestiers pour une seule et même végétation potentielle, comme on peut voir ici pour la sapinière épinette noire, différents types forestiers, qui vont varier généralement selon le temps écoulé depuis la dernière perturbation ou le type de perturbation, entre autres. Au Québec, on a 35 végétations potentielles forestières. On a aussi maintenant une clé pour on a aussi des végétations potentielles non forestières. On a une clé unique pour l'ensemble du Québec. Donc, si vous avez à caractériser, entre autres, des milieux humides qui ont moins de 10% de couvert, donc qui ne sont pas des forêts, je vous invite à aller consulter notre clé là, pour les végétations potentielles non forestières. Donc, voilà pour ça. Enfin, le quatrième code du type écologique, c'est, comme je disais tantôt, c'est le milieu physique. Encore une fois, c'est une clé d'identification unique pour l'ensemble du Québec. Il y a 10 principaux types de milieux physiques codifiés de 0 à 9. Donc, le milieu physique, le code a été défini en fonction principalement de deux éléments, le drainage et la texture, mais également en fonction de la nature du dépôt, soit minéral ou organique, l'épaisseur du dépôt, très mince ou mince à épais, et le régime nutritif, ça c'est seulement pour les sites hydriques, donc minérotrophes ou monotrophes. Donc, je vous présente ici deux exemples de type écologique. À gauche, on a une MS22, une sapinière à boule à papier. Donc, MS2 pour sapinière à boule à papier. Et le 2 signifie dépôt minéral de mince à épais, de texture moyenne, de drainage basique. Donc, un type écologique assez fréquent au Québec, le MS22. Et à droite, une R11, donc R1 pour potassium noir à lichen. Et le 1 signifie dépôt minéral de mince à épais. Ici, c'est texture grossière. Et le drainage xérique ou mésique. Donc, on peut illustrer la répartition des types écologiques dans le paysage. Donc, généralement, c'est à l'échelle de la sous-région ou de la région écologique, à l'aide d'une serre physographique ou d'une toposéquence. Donc, j'aime bien le concept de toposéquence. Je trouve que, généralement, si on comprend bien le concept de toposéquence, je trouve qu'on comprend bien la classification ministère. C'est sûr que où qu'on va aller demain, il n'y a pas beaucoup de relief. Le concept, peut-être s'applique moins ou il est plus subtil, disons. Donc, généralement, pour changer de type écologique dans la région écologique 2B, ben, c'est plus des micro-changements au niveau de la pente, entre autres, au niveau du relief. Mais généralement, ça fonctionne quand même assez bien. Donc, généralement, lorsque on se situe en haut de la pente, ou lorsqu'il y a un petit peu de pente, généralement, on est dans les végétations potentielles aérabières, donc nos FE3, FE2. Alors que lorsque c'est un peu plus plat, on est plutôt dans nos végétations potentielles mélangées, donc nos MJ, entre autres. Donc, j'en dis pas plus pour aujourd'hui. Donc, c'est comme je le disais tantôt, on a 23 guides régionaux. Donc, généralement, c'est un guide par région écologique ou par groupe de régions écologiques. Demain, lui, on va utiliser le guide 2B. Dans ces guides-là, il y a toutes les clés d'identification que je vous ai présentées aujourd'hui. Voilà. Ils sont autant utilisés sur le terrain, on peut les utiliser autant sur le terrain qu'en photo-interprétation. Par exemple, nous, à la direction des inventaires forestiers, on caractérise en fait chacun des peuplements à l'aide d'un type avec un type écologique depuis le troisième inventaire, donc depuis la fin des années 90, comme on peut voir ici. Donc ça, je suis rendu à mes dernières diapos. C'est pour vous montrer un petit peu à quoi peut servir la classification écologique au ministère et en gestion forestière. Ben, d'abord, évidemment, maintenant, aux inventaires, on parle plutôt d'une cartographie éco-forestière, d'un inventaire éco-forestier parce que, comme je viens de le dire, on attribue un type écologique à chacun de nos peuplements et à chacune des placettes, à chaque échantillon temporaire et permanent. Également, il y a eu des analyses de tiges, donc on a calculé des indices, des IQS, là, des indices de qualité de station.
j'ai comme un blanc. Partie écologique, donc ça nous aide ça peut nous aider pour le potentiel de croissance, partie écologique. Ensuite, les guides sylvicoles, je ne sais pas si c'est un outil avec lequel vous travaillez, mais les guides sylvicoles sont basés sur les stations forestières qui sont un regroupement de type écologique. Donc, ça peut nous aider pour des scénarios sylvicoles ou pour le choix des essences à promouvoir par station forestière. Excusez-moi, on a Oui, Monsieur Guy Larochelle qui voudrait placer un commentaire. Il n'y a pas de problème si vous voulez poser une question. oui, vas-y, oui. Si il est capable. Sinon, ça peut se faire via le chat. Moi, je voyais pas le chat, là, mais Ouais, on a eu une question de Monsieur Larochelle qui, je pense, faisait référence à la végétation de sous-bois et au type forestier. bon, Ah, c'est moi. c'est peut-être... C'est Karine Guy La Rochelle. Ah, OK. Donc, c'est Karine qui a une question. Est-ce que vous êtes capable de parler ou sinon, peut-être je peux essayer de... Ah non, on semble pas avoir accès à l'audio. Bonjour, ici Guillaume. La question qui était posée par Karine, si je la lis, c'est une donnée, on parlait du type forestier, c'est une donnée qui varie beaucoup dans le temps en forêt privée. Quels sont les moyens pour, mettre ces données à jour? En fait, moi, je répondrais que c'était effectivement, ça change dans le temps. Le type forestier, c'est de constater la végétation actuelle en place. Le principal moyen, c'est d'aller sur le terrain carrément pour le relever. Sinon, la carte écoforestière fournit un portrait, mais qui se renouvelle aux 10 ans environ, à chaque sortie de la nouvelle version de la carte, où là, on présente l'état du peuplement. Donc, en fonction de la composition, densité, hauteur, on sait à quoi, si on a affaire à une forêt puis sa composition. C'est certain que sur la carte écoforestière, on réfère plus aux surfaces terrières qu'au pourcentage de recouvrement. Il y a une petite nuance ici, mais quand même, les liens, les relations sont fortes. Ce qui nous manque sur la carte écoforestière, c'est les groupes d'espèces indicatrices. Effectivement, on n'a pas cette finesse-là par photo-interprétation pour attribuer ça sur la carte. C'est le petit manque que la carte ne peut pas révéler. Donc, le type forestier, pour le mettre à jour, c'est un relevé sur le terrain. Je vois pas d'autres moyens. Voilà, terminé. Karine ajoute que selon ses dernières analyses, elle a réalisé dans le cadre du projet des changements climatiques, je fais ressortir que le MJ14 est dominant au centre du Québec. Oui, ben Son... effectivement, Karine, je probablement, c'est ça, celui-ci pour répondre à une OK, bonne question. Faut voir. Je pense que le guide était fait à partir de la... C'est parce qu'il y a deux choses, là, je vais regarder, je l'ai à côté de moi. Ouais, Jason, en même temps, je pense que le guide, effectivement, représente, là, si tu le vérifies en même temps, mais je crois que ça représente la représentativité des types écologiques à partir de ce que révèle la carte écoforestière. Puis, je sais qu'il y a, souvent ça ressort, ça, c'est-tu du MJ14 ou du MJ15? Alors là, on parle du milieu physique 4 ou 5, selon si on a affaire à une texture grossière ou moyenne. Puis souvent, les dépôts dans le centre du Québec, on se situe à la jonction de ces deux textures synthèses-là. On est vraiment à la limite entre une texture grossière et moyenne. Alors, tout dépendant selon l'évaluateur, on peut tomber d'un côté ou de l'autre. Ça arrive souvent là que effectivement la texture est difficile à déterminer.
Et puis, ben, je crois que là, ouais, la MJ15 est... parce que surtout, c'est ça, c'est la MJ15 qui, dans le guide, ressort le plus fort, si je ne me trompe pas. Ouais, tu as raison, Alors, Guillaume. là, c'est une question d'évaluation de texture. On a affaire généralement du dépôt 5S, qui est un dépôt, bon, sableux, mais un sable quand même fin, voire à la limite très fin. Puis la proportion de sable avoisine les 50%. C'est difficile à évaluer la texture selon qu'elle est grossière ou moyenne. Ça viendrait de là, l'explication du as-tu affaire du MJ14 ou 15? Est-ce que ce serait ma principale explication? Il y a souvent des anciennes plages de la mer de Champlain. Ouais. Ouais. Fait que ça correspondrait à des textures grossières, là. On imaginerait ça, mais c'est ça, des fois, c'est... tout se joue sur la question de l'évaluation de la texture. Mm-hmm. On va avoir des exemples demain sur le terrain, là, qu'on a des sites d'ailleurs là, qui sont, c'est pas si évident de séparer une texture moyenne, une texture grossière. Puis comme Guillaume l'a dit, on est un peu entre les deux. Hein. On va voir ça demain sur le terrain. Il vous restait, je pense, juste une diapo, je crois. Donc, c'est ça. En fait, là, juste pour terminer un peu à quoi peut servir les types éco dans la gestion forestière, je sais que la recherche, la DRF, la Direction de la recherche forestière, utilise beaucoup la végétation potentielle, entre autres, là, pour ça améliore généralement la performance de leur modèle. En aménagement écosystémique, dans les PAFI, les plans d'aménagement forestier intégrés, on utilise encore une fois la classification pour intégrer les enjeux écologiques. Aussi, je vous invite à aller consulter, je pense que ça peut être intéressant pour vous, c'est une mémoire de recherche qui a été, qu'on vient de diffuser, ça fait quelques semaines. Donc, on a reconstitué la forêt industrielle à partir des archives d'arpentage, puis on a utilisé vraiment la classique comme base de référence. Donc, la végétation potentielle, ça sert de base de référence, et la région écologique aussi. Donc, je vous invite à aller consulter ce rapport-là. Si vous avez le temps aujourd'hui, on pourra en discuter demain, entre autres, c'est quoi, en fait, comment la forêt a changé par rapport à différentes végétations potentielles. Et enfin, dans le règlement, le RADF, le règlement sur l'aménagement durable des forêts, qui remplace en fait le RNI, le règlement sur les normes d'intervention. Il y a quelques articles qui font directement référence aux types écologiques. Par exemple, l'article 33, là, où aucune récolte ne serait possible dans certains types écologiques. Donc, il y a 6 types écologiques qui sont plutôt rares, c'est des types écologiques humides, mais quand même, là, je pense que dans votre région, ça peut être un endroit où il y en a un peu plus. On a essayé d'en trouver là, pour la visite de demain, mais j'en ai pas trouvé. Donc, je vous invite à aller peut-être consulter un peu, être capable d'identifier ces types échos là, qui sont peut-être plus importants chez vous. Donc voilà, je ne sais pas si vous avez des questions. Je vais regarder le chat. Il y a Karine alias Guy La Rochelle qui vous pose une question. Je vais peut-être essayer de mon côté. Ouais. Non, ça ne marche pas. Oui, c'est parfait. C'est parfait. Si on pourra, c'est ça, demain sur le terrain, ça va être l'endroit, je pense, pour en discuter. Je sais pas, Guillaume, tu veux-tu rester de ton côté et puis faire ta partie? Je pourrais changer les diapos pour toi si tu veux. Non, Jason, je vais aller te rejoindre. Je préfère ça. Je vais aller à ton poste pour enchaîner sur ma partie. Bonjour tout le monde. À mon tour là, de prendre le relais de Jason. Merci Jason pour cette
ce beau, plus qu'un survol, cette belle présentation. Moi, maintenant, là, j'interviens, c'est surtout pour mettre la table pour demain. Demain, on va poursuivre la formation par la partie terrain, où on va aller sur le terrain, justement, pour identifier les types écologiques à l'aide du guide de reconnaissance des types écologiques. Alors, tout d'abord, bon, je vais essayer d'avancer le PowerPoint. Voilà. Alors, bon, tout d'abord, quelques questions de logistique. Marie-Christine en a déjà fourni là, dans les communications. Mais demain matin, on va se donner rendez-vous à 9 h à l'intersection là, du chemin du sanctuaire et rang de la rivière à Saint-Majorique. Donc, j'ai une carte là, qui va suivre là, qui montre exactement l'endroit. On va visiter 4 sites. Puis, il faut prévoir évidemment un lunch, puis les vêtements appropriés. Il annonce beau, je pense, demain, alors ça va être plus simple pour s'habiller. On va visiter un milieu un petit peu plus humide. Là, ce ne sera pas un milieu humide nécessairement, mais un milieu au moins drainage subhydrique, voire hydrique. Alors, peut-être on va écraser un petit peu dans la sphène, donc à prévoir. Mais ce site va être en après-midi seulement. Donc, le matin, on va être en milieu assez bien drainé, là où la petite botte de cuir va bien faire. Puis, on prévoit terminer à 15 h demain après-midi. Donc, le point de rendez-vous, on le voit sur la carte, là, comme on disait, à l'intersection des 2 routes mentionnées. Alors, à Saint-Majorique, on bifurque vers la rivière Saint-François, puis c'est au bout de la route. Alors, pas très loin de Drummondville, ça ne sera pas difficile à trouver. Dans le parc régional de la forêt de Drummond, sur cette carte, on voit les points jaunes qui seront les sites que nous visiterons. Je vais en faire un agrandissement ici. Donc, je m'excuse, est-ce qu'on m'entend, là? Oui, moi, j'entends quelqu'un parler. Oh, mon Dieu! Je m'excuse. Hey, j'ai rushé. Je m'excuse, Guillaume. Écoute, c'est parce que ma question, commentaire, elle touche tout le monde là, du centre du Québec. Penses-tu que je peux la poser encore, même si on a avancé dans les diapos? Oui, vas-y. Hey, je suis vraiment désolée. Oui, en fait, c'est que dans notre situation au centre du Québec, on a des enjeux de grandes superficies, de beaucoup de superficies en érable rouge et qui ont été associées aussi avec des superficies de milieux humides. Donc, notre enjeu de milieu humide a doublé, je pense, entre la première carte et la deuxième carte des milieux humides. Hein, je vais être encore plus précise, les milieux humides boisés. Fait que, dans le fond, c'est que la supposition que je fais, c'est que, étant donné que moi, dans mes analyses pour mon projet de CC, ça m'a donné un grand pourcentage de MJ14, ça veut dire avec un drainage 4, qui doit être vérifié sur le terrain pour faire sûr que c'est pas des milieux humides, comparativement à une prédominance dans le guide qui est MJ15. Et là, on a drainage 5, qui presque automatiquement nous enligne vers des milieux humides. Karine, un petit instant. Oui? Là, le code de milieu physique 4 ou 5, ça réfère à la même classe de drainage. Le code de milieu physique que tu nommes MJ14 ou MJ15, le 4 ou 5, c'est pas la classe de drainage, mais c'est le code de milieu physique. Mais on a affaire à un drainage subhydrique dans ces cas-là, qui peut être une classe de drainage, effectivement, 40 ou 40. 40 puis l'autre 50. 50, je pense qu'on tombe en drainage Y. On tombe en drainage hydrique, exactement. C'est un milieu physique 7, 8 ou 9. Donc, il faut juste pas mêler le code de milieu physique, la sociotype éco, et la classe de drainage. C'est pas le même. Il y a un lien,
Mais le code de milieu physique renseigne aussi sur le dépôt. Puis 4 ou 5 en milieu physique, on sait qu'on a affaire à un drainage subhydrique, donc un drainage de classe 4 ou 40. OK. Donc, pour toi, la différence entre le MJ14 et le MJ15 serait seulement attribuée à comme tu m'as expliqué, là, à la texture là, du sable. Là. Oui, uniquement. Là. Du dépôt, parce qu'on a affaire au même drainage. Les deux, on est dans le subhydrique. D'accord. Oui. Donc, OK. Donc, est-ce que ça serait possible que les plantes changent en fonction de la texture du sable? Ce que je veux dire, c'est que dans le cas du centre du Québec, là, c'est vraiment particulier, OK? Je pense pas que ça se répète partout, là. Il y a peut-être là une investigation un peu plus approfondie à faire. Le CREC a fini ses analyses pour le PRMHH. Et c'est ça, si c'était basé sur les types écologiques, ça serait juste de vérifier si ce qui est bien représenté par le ministère, c'est bien ce qu'on a sur le terrain aujourd'hui au centre du Québec. Fait que c'était là mon commentaire, puis c'est clair que bon, on peut rediscuter sur le terrain, là. Mais je pensais pas avoir le temps demain d'aller sur le terrain. Fait que c'est pour ça que je voulais m'exprimer aujourd'hui. OK. Merci, Karine. En effet, idéalement, il faudrait que la carte révèle la vraie situation du terrain. C'est ce qu'on souhaite, mais il peut arriver des fois qu'il y a avoir des petites différences. Alors là, mais de base, on suppose que la carte révèle la situation réelle, là. Mais il peut arriver dans certains cas là, où ça peut différer un petit peu. Là, je ne pourrais pas me prononcer précisément pour la situation du centre du Québec là-dessus. Mais... Est-ce qu'il y a quelqu'un du CREC dans les gens? Oui. Ben il y a Marie-Christine, ben oui, c'est ça. Oui. Es-tu au courant, Marie-Christine? En fait, c'est pas moi qui est la chargée de projet pour les PRMHH, là, donc j'ose pas répondre à ce niveau-là, là, ce serait plus mes collègues, là. Mais nous, en tout cas, on va visiter plusieurs boisés là, au niveau des boisés rares, puis on va vérifier le type écologique pour différents boisés à travers le centre du Québec. Donc, moi, je sais que ça, on fait ça, mais au niveau plus des milieux humides et les PRMHH, ce seraient mes collègues qui pourraient mieux vous répondre. OK, parfait. Fait que je voulais juste souligner ça, là, profitant de la présence de Guillaume et Jérôme, là, qu'au centre du Québec, il y a tellement eu de modifications anthropiques. On se retrouve vraiment avec des choses spéciales là, par rapport au guide. Ouais. OK. Bon, merci du commentaire, Karine. Merci. On portera une attention spéciale là-dessus peut-être demain, dans notre visite terrain. Ouais. Guillaume et Jason, en passant. Jason, oui, c'est ça. OK, parfait. Merci beaucoup. J'éteins mon micro. Là. OK. Bien. Si je poursuivais, alors, on voit les différents sites visités. Le site 4, demain, peut-être appelé à changer un petit peu de localisation. Il va être grossièrement dans cette zone, mais peut-être pas exactement au point indiqué. Donc ça, c'est pour disons, la logistique demain matin. Demain, ce qu'on va faire sur le terrain, OK. Non, j'avais l'impression que cette diapo-là était plus loin. Non, elle est ici. Simplement pour vous resituer hein, dans la province. Vous connaissez mieux que moi la région qu'on va visiter demain. On va être dans la région écologique 2B. Alors, c'est le guide de reconnaissance des types écologiques de la région 2B qu'on va utiliser demain. Et puis, demain, on va parcourir les étapes. On va utiliser justement le guide. Puis on va y aller étape par étape pour identifier nos types écologiques. Donc, on va franchir ensemble là, les 5 principales étapes qui sont, en premier lieu, de localiser la station.
Donc, étape très simple, mais essentielle. Il faut savoir où on est. Il faut utiliser le bon guide. Alors, ce ne sera pas un problème pour demain. Ensuite, on va regarder les caractéristiques physiques de la station. Là-dessus, on va s'attarder à notre dépôt. Bon, a-t-on à faire un dépôt minéral ou organique? On va regarder un petit peu son épaisseur. Est-ce qu'on a à faire un dépôt très mince ou au-delà? Puis la texture, surtout. On va évaluer la texture synthèse. La texture, ça peut être assez complexe à évaluer, une classe texturale, parce qu'il y a beaucoup de subdivisions. Mais nous, on va résumer ça en 3 textures synthèse, grossière, moyenne et fine. On va voir comment le faire sur le terrain. Et on va évaluer aussi notre drainage au moyen d'une clé simplifiée pour avoir un drainage synthèse, encore une fois. Donc, une fois ces informations-là recueillies sur notre milieu physique, on va passer au niveau de la végétation. On va déterminer notre type forestier. Qu'est-ce qu'on va constater sur le terrain? La physionomie de notre peuplement, la physionomie du couvert. Ensuite, sa composition du couvert arborescent. Et on va regarder les plantes du sous-bois au niveau des plantes indicatrices. Alors, quelles plantes on va identifier? Ça va correspondre à quel groupe écologique élémentaire et, ultimement, à quel groupe d'espèces indicatrices. Avec tout ça en main, on va passer à l'autre étape pour déterminer notre végétation potentielle et au moyen d'une clé construite là, à cet effet. Puis, pour à la fin terminer avec le type écologique où on va réunir finalement végétation potentielle et code de milieu physique. Et nous aurons donc notre type écologique. Donc, on va franchir ça ensemble demain sur le terrain. Nous aurons le matériel là, nécessaire pour vous, des guides de reconnaissance. On va avoir des sondes pédologiques pour prélever un échantillon de sol. Et puis, voilà. Donc, ça va bien aller. Donc, c'est pas plus compliqué que ça. La suite, ça va être vraiment demain sur le terrain. Là, on va tomber dans le concret. Alors, c'est un rendez-vous demain au Parc régional La Forêt de Romanne, à l'endroit là, désigné. Donc, on vous attend pour 9 heures. Donc, là-dessus, y a-t-il des questions? Non, ça ne semble pas se bousculer. Alors, ça semble clair. Tout le Alors, monde toi, sait où se rendre. Tout le monde sait où se rendre. Donc, demain matin, ça semble clair. Parfait. Ouais. Super. Marie-Christine, je crois que tu y es demain à la sortie terrain? Oui, je vais y être avec 2 autres employés. Puis, on va pouvoir consolider un peu, voir si tout est beau dans ce qu'on fait jusqu'à présent. Excellent. Ça va être ça le but. Alors, on pourra poursuivre les discussions. Donc, un gros merci. C'était très clair. Moi, j'ai beaucoup appris. Donc, merci beaucoup. Puis, on se voit demain à 9 h. Moi, j'ai une petite question, juste avant qu'on termine. Oui, Est-ce une qu'on question. m'entend? En fond, je voulais juste savoir si on pourrait avoir accès au PowerPoint pour qu'on puisse le regarder dans le futur, parce qu'il y avait plusieurs outils intéressants qu'on voyait, mais qu'on a rapidement vu. Donc, je me demandais si on pourrait avoir le PowerPoint disponible. Jason, est-ce que tu vois un inconvénient à ça? Non, ben non, pas de problème. Je vais convertir en PDF, là, puis je vais l'envoyer à tout le monde, là, en fait, à la liste des participants. Je vais l'envoyer à tout le monde. Ah ben super, merci beaucoup. Bien. D'autres questions pour en terminant? Non, ça semble aller. OK, ben merci beaucoup tout le monde. À demain. Bien. Super. Bonne fin de journée. À demain. Bye bye.